Étant donné que le stress impacte vraiment considérablement le magnésium, quand vous stressez, vous pouvez perdre jusqu'à 600 mg de magnésium. Quand on sait que les apports journaliers recommandés sont autour de 300-360 mg, donc parce qu'il y a de nouvelles recommandations, on se dit il faut en apporter plus quand on stresse. Salut à toutes et à tous, c'est Alexandre Dana. Avant de plonger dans notre émission, je voulais vous dire un immense merci. Avec 85 millions d'écoutes des podcasts Graines de Métamorphose et Métamorphose depuis le début de l'aventure, c'est grâce à vous qu'on a pu inspirer autant de personnes et devenir le premier podcast bien-être et psy en francophonie. On sélectionne les meilleurs experts pour offrir des conseils concrets et inspirants au quotidien. Vos encouragements en commentaire sont super précieux pour poursuivre cette mission. Si cet épisode résonne en vous ou que vous pensez qu'il peut être utile à un de vos proches, partagez-le. C'est parti pour un nouvel épisode de Métamorphose. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Chers amis, vous savez combien il est essentiel pour moi de faire attention à notre alimentation et son impact sur la planète. C'est pourquoi je suis ravie de vous présenter Satori, un réseau familial et engagé de 39 magasins bio. Depuis 1981, Satori sélectionne avec soin des produits 100% bio et de saison, tout en proposant des solutions durables comme le vrac et la consigne. Du 3 au 8 mars, profitez de moins 15% sur le rayon vrac dans les magasins participants. Retrouvez aussi des recettes et inspirations sur satori.fr, je vous appelle Satori SATORIZ, et sur leurs réseaux sociaux @Satori Magasin Bio. Merci à Satori, le sponsor de cet épisode, qui nous aide à cultiver un quotidien plus responsable. Et si nous étions capables de débloquer tout notre potentiel cérébral ? Dans le film Limitless, un écrivain en panne d'inspiration découvre une pilule miraculeuse qui transforme ses capacités cérébrales. En quelques secondes, son cerveau passe à une hyper-performance absolue. Mais entre fiction et réalité, que peut-on faire pour améliorer nos performances cognitives ? Que nous dit vraiment la science sur les nootropiques, ces substances naturelles qui boostent le cerveau ? Quels enjeux éthiques apparaissent aussi derrière cette recherche d'un cerveau optimisé ? Mon invitée du jour est docteure en pharmacie, spécialiste en nutrition. Elle nous aide à y voir plus clair. Elle vient de publier un livre précieux, le guide pratique des compléments nootropiques, paru aux éditions Thierry Soucard, qui présente les nootropiques les plus efficaces, les protocoles précis et les précautions d'usage. J'ai le plaisir d'accueillir Anne-Laure Denant. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Alors pourquoi vous êtes-vous intéressée à ce sujet et pourquoi avoir commencé à faire des recherches dessus ? Alors, les nootropiques, je les connais depuis longtemps, en fait, sans savoir réellement, sans connaître réellement ce nom de nootropique, alors que j'étais étudiante en pharmacie, donc dans mes jeunes années, même la première année de pharmacie, vous savez, quand on est au concours, que ce soit pharmacie, médecine, on essaye d'optimiser ses capacités pour travailler plus, être plus efficace, et puis, bien sûr, réussir le concours. Et c'est pour ça qu'il faut optimiser ses capacités mentales. Donc, à l'époque, c'est vrai que j'ai utilisé ce qu'on peut appeler aujourd'hui les smart drugs, qui ne sont pas réellement des nootropiques. En fait, les smart drugs, c'est une partie des nootropiques. Ce sont on va dire, des médicaments à l'usage détourné pour justement booster le cerveau. Donc, on parle beaucoup des dérivés amphétaminiques, par exemple. Et effectivement, en pharmacie, en médecine, rares sont les étudiants qui n'ont pas été tentés justement par tester ces substances. Et effectivement, j'ai pu moi-même les tester. Ça m'a pas trop réussi en fait à l'époque. C'est vrai que à l'époque j'ai essayé une substance qui s'appelle Ordinator. Vous en parlez dans le livre d'ailleurs. J'en parle. Je commence par ça mon introduction sur les nootropiques pour resituer un petit peu le contexte. Effectivement, j'ai regretté de l'avoir pris puisque en pleine épreuve de chimie organique, je me suis retrouvée avec vraiment au bord du malaise, je dirais. Palpitations, etc. J'ai mis du temps à m'en remettre de ce petit épisode d'Ordinator, même si effectivement, lorsque j'ai pris ce dérivé amphétaminique,
je m'étais réellement transformée en véritable microprocesseur et je pouvais travailler jusqu'au bout de la nuit. Voilà. Ensuite, j'ai préféré utiliser des substances un peu plus naturelles qu'aujourd'hui on appelle justement les nootropiques. Alors, on peut parler du magnésium, on peut parler de la phosphatidylsérine, donc parmi les plus courants et les plus connus. Et tout ça, je l'évoque dans mon livre. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que ma longue histoire avec les nootropiques m'a permis de vraiment les découvrir depuis longtemps. Et puis ensuite, j'ai pu, grâce à mes consultations, puisque je suis docteur en pharmacie, mais j'ai un cabinet donc de nutrition, micronutrition, où j'ai suivi des centaines de personnes et je les ai aidées justement dans différentes problématiques, que ça soit pour optimiser leur capacité cérébrale, donc des personnes qui venaient me voir pour des problèmes de déclin cognitif, par exemple, mais également des personnes qui venaient pour des raisons un peu plus difficiles, comme des périodes de stress intense, comme également des périodes de grosse anxiété, de burn-out, et également les nootropiques sont là pour nous aider dans cette période difficile et vraiment sont un soutien pour la santé mentale. Voilà. Et si on fait juste un pas de côté, est-ce que vous pouvez nous rappeler le rôle du système nerveux central dans notre organisme ? Quelle est sa fonction ? Alors, le système nerveux central, c'est un système assez complexe. On pourrait déjà commencer comme cela. C'est un réseau de neurones, en fait. Donc, les neurones, ce sont nos cellules nerveuses. Un réseau assez complexe qui se situe à la fois donc, au niveau du cerveau, mais également dans différentes parties du corps jusqu'à la périphérie. Il nous permet, en fait, finalement, une interface entre le monde extérieur et notre monde intérieur. Puisque, grâce à ce système nerveux, finalement, on va pouvoir recueillir différentes sensations par l'ouïe, par l'odeur, par la vue, et on va ensuite les traiter grâce à notre cerveau pour ensuite réagir de façon adaptée. Donc c'est vrai que c'est un système assez complexe. À la base de ce système, il y a ces cellules nerveuses, les neurones, qui sont assez spécifiques, puisqu'elles sont constituées à la fois d'un corps neuronal et puis d'un long filament qu'on appelle axone qui permet justement de transmettre différentes informations sous forme d'influx nerveux, sous forme de courants électriques, puisque l'influx nerveux, ce sont des courants électriques qui traversent notre corps et qui permet justement de penser, de rendre possible tout un tas de choses dans notre vie. Et on a tous entendu parler dans le langage populaire de dopamine, de sérotonine. Est-ce que vous pouvez nous préciser de quoi on parle ici ? Ce sont les neurotransmetteurs. Exactement. Comme je vous le disais, en fait, tout ce qui se passe dans notre cerveau, ce sont les ondes cérébrales qui permettent de transmettre un petit peu toutes les informations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que entre deux neurones qui sont juxtaposés, il y a un petit espace qu'on appelle l'espace synaptique. Voilà. Et le courant électrique ne veut pas passer ce petit espace sans l'intervention de ces fameux neurotransmetteurs. En fait, les neurotransmetteurs, ce sont des substances chimiques qui vont permettre justement de franchir cet espace synaptique. Voilà. On va parler de dopamine, on va parler de sérotonine, on va parler également de noradrénaline, de GABA. Voilà, ce sont ces neurotransmetteurs, ces substances chimiques qui finalement permettent la vie, permettent de penser, permettent tous ces signaux au niveau de notre cerveau. Et ces substances chimiques sont associées à certaines sensations, émotions. La dopamine, qu'est-ce que c'est ? C'est la motivation ? Comment ça fonctionne ? Effectivement. En fait, on peut dire qu'il y a des grandes tendances dans ces neurotransmetteurs. Par exemple, la dopamine, qui est donc un de ces messagers chimiques, va plutôt nous booster le matin, va nous motiver. En fait, c'est notre starter du matin. Il faut booster sa dopamine le matin. Alors comment on peut trouver justement différentes choses via la nutrition, la micronutrition, pour booster la dopamine ? Je donne un exemple tout simple, par exemple par rapport à la chrononutrition, c'est de manger plus protéiné le matin, par exemple. Voilà. Et ça va vraiment booster notre dopamine, puisqu'on va apporter un précurseur de la dopamine et on va transformer ce précurseur en dopamine. La sérotonine, c'est plutôt
le neurotransmetteur, le messager chimique de la bonne humeur. Voilà, il va nous temporiser, il va nous permettre de voir la vie un peu plus, de façon plus en rose, voilà. Et donc, chaque nootropique va avoir un impact sur un ou plusieurs de ces neurotransmetteurs ? Alors, les nootropiques, c'est assez fabuleux. Ces substances permettent à la fois, pour certaines, justement, d'agir sur les neurotransmetteurs, effectivement, mais ils ont d'autres actions aussi. Ils vont pouvoir, par exemple, ils ont pour certains des effets antioxydants, donc ils vont s'opposer justement à l'oxydation de nos neurones. Il y en a qui vont également booster ce qu'on appelle les engrais neuronaux, le BDNF, le NGF. Ce sont en fait des boosters au niveau de nos cellules nerveuses qui vont vraiment permettre de plus facilement faciliter la multiplication des cellules nerveuses, par exemple, ou également faciliter les connexions entre ces cellules nerveuses. Voilà. Qu'est-ce qu'on entend exactement par oxydation des neurones ? Alors, en fait, si vous voulez, à tout moment, on est soumis, on est victime d'une agression de différents, ce qu'on appelle les espèces oxygénées réactives. Donc, ce sont des dérivés de l'oxygène qui vont agresser nos différents composés cellulaires. En l'occurrence, les membranes cellulaires sont riches en lipides, en gras, en fait, tout simplement. Et effectivement, les neurones, pareil que des cellules, sont également très riches leur membrane est très riche en différents composés lipidiques. Que ça soit les espèces réactives de l'oxygène ou également les radicaux libres vont justement avoir tendance à venir attaquer finalement ces lipides et les endommager. Donc, on va avoir justement des cellules qui, d'une part, par leur constitution lipidique, vont subir des dommages, mais également d'autres constituants, des protéines par exemple, qui sont dans ces cellules, vont pouvoir être également victimes de ces attaques par ces... voilà, c'est... Pour imager un petit peu plus, c'est comme si vous mettiez un morceau de fer qui va rouiller, en fait. Oui. Il est attaqué par l'oxygène environnant. Là, c'est un petit peu la même chose qui se passe dans notre corps au niveau de nos cellules, en fait. Voilà. Et alors, si on reprend la sémantique des nootropiques, vous citez dans le livre Cornelia Georgiea, professeur, docteur, psychologue, chimiste roumain, qui a créé le terme nootrope en 1972, et en grec, c'est la contraction entre noos, qui signifie esprit, et tropos, qui signifie tourner vers. Alors, qu'est-ce qui caractérise précisément un nootropique ? Alors, c'est vrai que les nootropiques se distinguent. Moi, je tire mon chapeau à ce chercheur, ce chimiste roumain, en fait, qui a mis au point, qui a découvert le premier nootropique. Donc, c'est vrai que c'est assez fabuleux. C'était le piracétam, en fait. Donc, ça, c'est le premier nootropique qui a été découvert. Finalement, c'est une smart drug, puisque le piracétam est utilisé. Donc, c'est un médicament, en fait, qui n'est pas en vente libre. Et il a, au départ, c'était une découverte assez fortuite, en fait, puisqu'il travaillait sur toute autre chose. Il travaillait sur d'essayer de synthétiser du GABA, donc un des neurotransmetteurs, un neurotransmetteur. Et il a réussi donc à mettre au point ce premier nootropique qui, à la fois, était complètement différent de tout ce qu'on appelle les médicaments psychotropes, qui ont des actions assez spécifiques au niveau pharmacologique. Et là, les nootropiques se distinguaient complètement de ces actions pharmacologiques. On peut dire que ce sont des substances naturelles ou chimiques qui, à la fois, vont augmenter nos performances cognitives, par exemple la mémoire, par exemple également notre concentration, notre vivacité d'esprit, et par différents mécanismes d'action qui sont différents de ceux du psychotrope, mais qui vont, par exemple, à la fois être neuroprotecteurs, protéger nos neurones, à la fois vont augmenter le métabolisme cellulaire, donc ils vont augmenter notre faculté à justement
synthétiser différents neurotransmetteurs comme la dopamine, la sérotonine, etc. Ils vont également permettre d'augmenter, par exemple, l'oxygénation, le flux sanguin, etc. Enfin, tout ce qui permet d'apporter des nutriments et de l'énergie à nos cellules. Donc voilà, ils ont différents modes d'action. Mais en plus de ça, ce qui est vraiment super, c'est qu'il n'y a pas de dépendance comme les psychotropes, si vous voulez. Voilà, vous n'avez pas derrière une période de sevrage, etc. C'est tellement plus simple. Voilà. Et dans votre livre, j'ai aussi l'impression de voir une différence entre nootropiques et psychotropes avec cette image de l'interrupteur. Les psychotropes seraient un interrupteur qui modifie brutalement l'état de notre système nerveux, alors que les nootropiques seraient plutôt un variateur qui optimise le fonctionnement naturel. Est-ce que c'est une image... Oui, effectivement. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment une différence entre les psychotropes qui ont vraiment tout leur intérêt pour rétablir la santé mentale, intervenir dans les troubles mentaux. Et puis, les nootropiques qui sont plus là à agir justement sur un plan global, tout en finesse. Effectivement, les psychotropes sont sur ordonnance médicale, donc les nootropiques, à part quelques-uns, voilà, en l'occurrence le piracétam, qui est le premier nootropique à avoir été découvert et lui sur ordonnance, mais sinon sont accessibles pour la plupart en tant que complément alimentaire. Et effectivement, ils vont agir sur plusieurs plans et n'ont pas de risque de dépendance comme les psychotropes. Chacun a son intérêt. Je dirais que les nootropiques, c'est plus dans l'amélioration justement de la performance cognitive, tandis que les psychotropes sont vraiment là pour les troubles mentaux, en fait. Voilà. Mais alors justement, quel est l'enjeu ? Parce qu'on sait que notre cerveau, à la différence des ordinateurs ou des systèmes de traitement complexes, il a une efficacité énergétique incroyable. Il est capable de stocker des millions de souvenirs, il est capable de réaliser des opérations complexes, il est capable de faire des associations d'idées, tout ça en consommant au final très peu d'énergie. Enfin, tout dépend de où on se place, parce que on sait par contre que le cerveau consomme 20% de l'énergie du corps humain. Alors avec les nootropiques, qu'est-ce qu'on recherche ? On recherche à augmenter encore cette efficience énergétique du cerveau, ou est-ce que l'enjeu est autre selon vous ? Alors, c'est vrai que les nootropiques, donc moi, j'ai dans le guide pratique des compléments nootropiques, ce que j'ai fait, c'est que je les ai classés selon leur effet. En fait, on en a qui sont plus pour booster justement l'énergie, effectivement. Donc, le cerveau est gourmand en énergie. Donc, c'est quand même 20% de notre énergie qui passe dans le fonctionnement du cerveau. C'est normal, il faut justement conduire tous ces influx nerveux, il faut faire fonctionner toute cette machine. Et c'est plus que n'importe quel autre organe, cette consommation. Ouais, effectivement, voilà. Et là, on a vraiment des nootropiques qui sont spécifiques et qui sont vraiment intéressants pour booster notre énergie mentale. Par exemple, on va pouvoir activer ce qu'on appelle les mitochondries. Les mitochondries, ce sont des petits organites dans nos cellules qui fabriquent de l'énergie, en fait. Voilà. Il y a certains nootropiques qui permettent justement de les activer, ces mitochondries. On a également des nootropiques qui sont là pour justement booster la récupération de cette énergie. Voilà. Je vous prends un exemple tout simple. Le magnésium, moi, que je considère comme le nootropique, comme vraiment un des nootropiques de base. Voilà. Je peux en attester. J'ai écrit un livre également sur le magnésium, donc je suis une spécialiste de ce nootropique. Eh bien, il va pouvoir à la fois booster notre fabrication d'énergie. Si on manque de magnésium, on est fatigué parce que on ne peut pas fabriquer correctement cette énergie sous forme d'ATP. Mais en plus, le magnésium permet d'utiliser l'énergie qui est stockée sous forme d'ATP, donc cette molécule chimique de nos cellules, et il va permettre de l'utiliser. Voilà. Donc, mis à part le magnésium, vous avez donc un nouveau nootropique là qui fait pas mal parler de lui en ce moment, le PQQ, qui permet également de booster donc la fabrication des mitochondries. Donc voilà, donc là on a vu ce qu'il en était par rapport à l'énergie. Donc certains neurotropiques que je cite dans le chapitre, justement, booster votre énergie mentale, votre énergie
en général, grâce à certains nootropiques. Et puis après, vous avez des nootropiques qui sont plus spécifiques pour d'autres problématiques ou également d'autres, que ça soit le stress, que ça soit l'anxiété, mais également pour booster sa concentration, sa vivacité d'esprit, puisque j'ai consacré un chapitre entier justement à tous ces voilà tout cela. Et puis il y a également une partie vraiment consacrée aux personnes qui veulent freiner tout ce qui est déclin cognitif, etc. Alors dans le livre, vous évoquez aussi les aliments ultra transformés qui ont une place énorme dans l'alimentation moderne et leur impact sur le cerveau. Et on est tous conscients que ces aliments ultra transformés augmentent le risque de maladies cardiovasculaires, le risque de diabète, mais avec votre livre, on comprend aussi qu'ils ont un impact énorme sur le déclin cognitif. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Et question complémentaire, est-ce que c'est cette alimentation ultra transformée qui accroît le besoin en nootropiques ? Alors, c'est vrai que les aliments ultra transformés, je connais bien le sujet. Hein. J'ai écrit un livre sur les additifs alimentaires, donc il y a quelques années déjà. Ça m'a vraiment permis de bien comprendre et de bien analyser cette problématique des AUT, comme on les appelle, qui sont à la fois, comme leur nom l'indique, des produits qui sont assez loin des aliments naturels, mais qui sont plutôt... Qu'est-ce que c'est, les AUT ? Les aliments ultra transformés. Aliments ultra transformés, d'accord. Voilà. C'était l'acronyme pour aliments ultra transformés. Voilà, exactement, en fait. AUT. Leur caractéristique principale, c'est que lorsqu'on regarde la liste des ingrédients de ces aliments, on n'y comprend pas grand-chose. C'est vraiment de la chimie, en fait. Il faut vraiment être un chimiste pour bien comprendre. Donc, dedans, vous avez... quelques ingrédients naturels, mais très très peu. Le reste sont des additifs. Hein. Donc voilà, vous avez par exemple certaines soupes toutes prêtes à l'emploi, qui sont voilà, une soupe aux légumes. Donc je l'évoquais beaucoup quand j'ai traité de mon livre sur les additifs alimentaires, où on a 8% de légumes, en fait. Tout le reste, ce sont des additifs. Parmi ceux-là, on en a quelques-uns qui sont vraiment délétères pour le cerveau. Voilà. Outre ces additifs qu'il vaut mieux éviter, voilà, on en a qui sont neurotoxiques quand même. Donc, pour vous les citer, on a certains édulcorants comme l'aspartame, on a le glutamate qui est un exhausteur de goût, qui sont vraiment... Donc dans toutes les études que j'ai pu... Aspartame qu'on retrouve dans le Coca voilà, Light. Le Coca Light, par exemple. Voilà, tout à fait. Enfin, dans d'autres également aliments en tant qu'édulcorants. Mais au-delà de cette neurotoxicité potentielle de ces additifs, il y a également... des sucres assez problématiques, puisque ce sont des glucides à index glycémique élevé, c'est-à-dire qu'ils vont agir sur votre organisme. Ils vont vous faire sécréter de l'insuline pour faire baisser le taux de sucre dans le sang. Vous allez avoir un coup de mou, en fait, parce que derrière, vous allez avoir une petite hypoglycémie. Derrière, vous allez être vraiment dans le brouillard mental complet, parce que quand on est en hypoglycémie, donc hypoglycémie réactionnelle, puisqu'on a mangé finalement comme un morceau de sucre, comme si on mangeait un morceau de sucre, quand vous mangez certains aliments ultra transformés dans les confiseries, dans les bars aux céréales, etc. Derrière, vous avez donc cette hypoglycémie réactionnelle, coup de pompe, brouillard mental. Et là, ça impacte vraiment votre cerveau, en fait. Vous savez plus où vous habitez, vous n'arrivez plus à réfléchir, en fait. Et au-delà de ça, on montre vraiment dans différentes études, beaucoup de publications scientifiques montrent que ces aliments qui sont gras sucrés vont également avoir un impact sur l'oxydation des cellules nerveuses aussi. Donc, ils vont vraiment altérer le bon fonctionnement de ces cellules nerveuses. Voilà. Donc, il vaut mieux s'en passer le plus possible. Voilà. Et aller sur une alimentation pleine de fruits, de légumes et de choses qui sont bonnes pour notre cerveau. Vous distinguez d'ailleurs 4 piliers essentiels pour la santé cognitive. L'alimentation, on vient d'en parler, l'activité physique, le sommeil et l'aspect psychologique. Alors pour toutes les personnes qui nous écoutent, quelles sont les habitudes
quotidiennes que je peux mettre en place pour ma santé cognitive. Voilà, donc ça, j'insiste vraiment, c'est mon cheval de bataille en tant que en tant que docteur en pharmacie, spécialiste en nutrition et auprès de toutes les personnes qui viennent me consulter. Le fondamental, c'est vraiment l'hygiène de vie. C'est-à-dire, comme vous l'avez cité, les différents piliers, à la fois l'alimentation, c'est la base, mais également l'activité physique. Voilà, un minimum d'activité physique de 30 minutes tous les jours, c'est vraiment un minimum. L'activité physique, ça va à la fois augmenter votre flux sanguin, votre oxygénation, donc vous apporter tout ce qu'il faut pour le cerveau, pour bien qu'il fonctionne. Mais en plus de ça, l'activité physique, il y a des études qui montrent que ça va booster votre niveau de BDNF. Le BDNF, c'est un engrais pour les cellules neuronales. C'est un engrais pour nos neurones et ça va vraiment, justement, favoriser la multiplication des cellules souches et les transformations en neurones, etc., etc. Donc, l'activité physique fondamentale. Ensuite, l'aspect psy, effectivement, la gestion du stress, ça aussi, c'est vraiment très important, puisque le stress, en fait, c'est l'ennemi numéro 1 du cerveau. Voilà. Quand on stresse, on génère ce qu'on appelle une hormone de cortisol qui va attaquer nos neurones. C'est vraiment ce qu'il faut combattre le plus possible. Donc, des différentes techniques pour permettre de mieux gérer le stress, à chacun de trouver celle qui lui convient le mieux, effectivement. Et le sommeil. Et le sommeil. Le sommeil, j'y consacre également un chapitre entier dans mon livre, puisque je pense que c'est fondamental. En fait, quand vous dormez peu, vous n'arrivez pas à vous concentrer, vous n'arrivez pas à mémoriser, c'est normal, puisqu'en fait, le sommeil, ça permet finalement à votre cerveau de faire comme un reset, de récupérer. Ça permet également à votre cerveau de faire le tri de toutes les informations qu'il a justement accumulées au fil de la journée. Le sommeil, c'est fondamental. Un adulte, c'est entre 7 heures et 9 heures de sommeil, donc toutes les nuits. Donc si on est il y a des petits dormeurs qui sont autour de 6 heures, mais effectivement, c'est fondamental de bien dormir. Et sur l'activité physique, on peut renvoyer les personnes qui nous écoutent vers l'épisode qu'on avait réalisé avec le docteur Olivier de la Doucette, psychiatre et président de la Fondation de recherche contre Alzheimer, qui rappelait justement que l'activité physique permet aussi de faire baisser dans le cerveau une certaine protéine qui est responsable, qui augmente en tout cas les risques d'apparition de la maladie d'Alzheimer. Dans l'alimentation optimisée pour le cerveau, est-ce que je peux m'en sortir avec une alimentation sans aucun complément alimentaire, mais complètement optimisée avec des nootropiques naturels? Je prends l'exemple du magnésium. Si je mange de la banane tous les jours, je crois savoir qu'il y a du magnésium dans la banane. Est-ce que ça suffit? Alors, c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, pour avoir ces apports suffisants en magnésium, c'est compliqué. Moi-même, en tant que spécialiste du magnésium, en tant que micronutritionniste et nutritionniste, j'essaye d'optimiser mon alimentation. Je n'arrive pas à avoir des apports suffisants en magnésium malgré tous les super aliments que je peux consommer, malgré effectivement, je consomme des aliments complets qui contiennent un peu de magnésium. Je consomme par exemple le chia en fait. Le chia, c'est vraiment les graines, c'est ça, les graines. Voilà, de chia. les graines de chia, exactement. C'est un super aliment qui est très riche en magnésium. Je consomme par exemple du tofu. Le tofu, effectivement, c'est aussi très riche en magnésium. Voilà, le chocolat noir, etc., etc. Malgré cela, étant donné que le stress impacte vraiment considérablement le magnésium. Quand vous stressez, vous pouvez perdre jusqu'à 600 mg de magnésium. Quand on sait que les apports journaliers recommandés sont autour de 300-360 mg, donc parce qu'il y a de nouvelles recommandations, on se dit il faut en apporter plus quand on stresse. Et avec une alimentation optimisée, on y arrive à peine à ces 300 mg. On n'y arrive même pas, en fait. Donc, effectivement, la complémentation a son rôle à jouer vraiment dans ces périodes-là où on en a besoin. Mais si on doit hiérarchiser, je suppose que si la composition de mon assiette est complètement déconnante, j'ai beau me complémenter avec les meilleurs nootropiques, ça va bloquer.
Si je devais hiérarchiser, je commence par d'abord optimiser mon assiette. Exactement. Donc la première chose, donc ça c'est ce que je recommande à toutes les personnes qui viennent me voir. Également, parce que je donne également des cours donc dans différents organismes, justement par exemple à la faculté de pharmacie à Marseille. Donc la première chose, c'est optimiser son alimentation. Voilà, avoir une assiette qui vous apporte vraiment tout ce qu'il faut en termes de magnésium, d'acide gras oméga 3. Donc ça, on peut le faire grâce à l'apport en certaines huiles comme l'huile de colza, l'huile de lin, les poissons gras. Les sardines. Voilà, comme les sardines, effectivement, qui vont vraiment vous apporter du bon gras qui est utile pour justement optimiser toute notre performance cognitive. On va également l'hydratation, très important aussi de boire au minimum 1,5 litre, 2 litres, ça me semble le minimum. Voilà, l'hydratation est très importante pour bien fonctionner, pour que le cerveau fonctionne bien. Et on parle beaucoup de la pollution de l'eau justement. Est-ce que vous avez des recommandations sur éventuellement filtrer son eau, utiliser des gourdes filtrantes, passer à des systèmes d'osmose inverse? Effectivement, on est confronté à pas mal de soucis dans notre société actuelle avec les pollutions, que ce soit des sols, les aliments qui sont, les légumes, les fruits qui contiennent des pesticides, donc s'orienter plutôt vers le bio. Après, pour l'eau, effectivement, on peut utiliser des systèmes de filtration. Ça permet quand même de limiter les choses, mais en tout cas, l'apport en eau est vraiment important. Alors, quelle est la spécificité maintenant des plantes adaptogènes comme le ginseng? Ils ont une place importante dans votre livre. Oui, les plantes adaptogènes, donc je trouve que ça fait partie des nootropiques que je recommande en association avec le magnésium. C'est vrai que si on devait un petit peu hiérarchiser les différents nootropiques, il y a vraiment les nootropiques de base, voilà, magnésium, plantes adaptogènes, les oméga 3, puis d'autres choses. Et les plantes adaptogènes permettent de moduler le niveau de stress. Donc c'est vraiment super intéressant parce que elles portent bien leur nom d'ailleurs, adaptogènes, adaptés. En fait, elles permettent d'adapter notre organisme au stress. Effectivement, on est tous confrontés à un stress omniprésent dans nos sociétés actuelles, que ça soit par nos vies personnelles, mais également avec les différentes crises de sociétés actuelles, les guerres, le réchauffement climatique, etc. C'est vrai qu'on est quand même soumis à un stress permanent, et ces plantes adaptogènes nous permettent justement de moduler ce stress. Par exemple, elles vont permettre de diminuer le taux de cortisol. Le cortisol, donc, c'est l'hormone du stress, qui est très impactante, et très délétère pour notre organisme. Et elles permettent de baisser, de moduler ce niveau de cortisol. Elles vont également nous permettre d'avoir plus d'énergie, en fait. Parce que quand vous stressez, vous avez un manque d'énergie, et elles vont justement nous rebooster et justement adapter notre niveau d'énergie. Elles vont vous permettre également énergie physique, énergie mentale. Elles ont également des vertus antioxydantes. Vraiment, ce sont des actifs qui sont fabuleux. Et quelle est leur définition? Quelle est la définition exacte d'une plante adaptogène? Donc les plantes adaptogènes, ce sont vraiment des actifs fabuleux qui ont été découverts il y a quelque temps déjà, donc dans les années 1950, par Lazarev, donc un chercheur russe, et elles ont la spécificité d'augmenter notre résistance au stress, en fait. Elles permettent finalement à l'organisme de s'adapter à des niveaux de stress importants. Elles vont nous permettre en plus de récupérer plus facilement notre énergie physique, mentale après ces périodes de stress. Donc
elles ont vraiment tout leur intérêt en tant que nootropique, puisqu'on sait que le stress c'est très impactant pour toutes nos capacités cognitives. Mais en plus de ça, elles vont nous donner toute cette énergie mentale dont on a besoin, et elles vont en plus, pour certaines, booster le niveau de neurotransmetteurs comme la dopamine, la sérotonine. Donc c'est vrai que globalement, elles sont fabuleuses pour plein de choses. Est-ce qu'on peut juste citer peut-être rapidement les principales plantes adaptogènes ? Il y a le ginseng, la rhodiola. Voilà, tout à fait. Donc la rhodiola, je pense que c'est vraiment l'adaptogène numéro 1, puisque c'est vraiment le couteau suisse des adaptogènes, qui a plein de propriétés, plein de modes d'action super intéressants, qui a été la plus étudiée également. Moi, j'aime bien l'Eleutérocoque, c'est le ginseng sibérien, qui est vraiment très intéressant pour les personnes vraiment en convalescence, qui ont fait un burn-out, qui sont épuisées, permettent vraiment de remonter la pente. Et puis, vous avez effectivement le ginseng, le ginseng asiatique. Et vous en avez d'autres. Vous avez également la bacopa. J'adore cette plante, Bacopa monnieri. Donc, je vais vous la citer encore, vous allez voir dans les différents chapitres de mon livre. Voilà, c'est vraiment, je dirais, un de mes nootropiques préférés. Alors, par quoi je commence si je veux me construire une assiette de nootropiques efficace, sécurisée ? Quelles sont mes premières actions ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les nootropiques, donc, ce sont donc des substances qui vont avoir différents effets, différentes actions, mais également qui ont un certain nombre de précautions d'emploi en fait pour certaines. Donc il faut quand même regarder cela. Également, il y a des posologies à respecter. Donc on prend pas des nootropiques au hasard. On doit se documenter. Et ça, c'est pour ça que j'ai écrit ce guide pratique, puisque en tant que spécialiste des nootropiques, je voulais faire la lumière et vous donner toute l'information dont vous avez besoin pour justement comprendre et utiliser en toute sécurité les nootropiques. Donc dans mon livre, je vais vous donner justement les précautions d'emploi pour certains nootropiques. Heureusement, il y en a pour certains assez peu, pour d'autres un peu plus. Il y a également des dosages utilisés et recommandés qu'il faut respecter. Et puis des interactions également entre nootropiques, médicaments, nootropiques entre eux, etc. Donc effectivement, il y a des choses à connaître. Donc moi, je vous invite donc d'abord à regarder tout cela, et puis ensuite à expérimenter. Donc c'est vrai que si vous voulez, chaque organisme est différent en fait, donc va réagir différemment et être plus ou moins réceptif à tel ou tel nootropique. Donc vous allez prendre un nootropique donné. Peut-être que vous allez me dire, bon non, moi ça me fait rien en fait, et puis moi je vais le prendre. Par contre, je vais vous dire, mais il est génial, puisqu'effectivement, il me correspondra mieux qu'à vous. Vous voyez, chaque organisme est différent, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous avez tellement de nootropiques que vous allez en trouver un qui va vous convenir. Mais pareil, vous allez en trouver un qui va vous convenir pour une période donnée donc de votre vie. Et peut-être que dans quelques temps, ce nootropique, il faudra le changer en fait. Voilà. Donc c'est vrai que c'est assez complexe. C'est pour ça qu'il y a matière à écrire un livre sur ce sujet. Et combien ça coûte ? Est-ce que je dois prévoir un budget mensuel important pour mes nootropiques ? Alors ça va dépendre effectivement aussi de ce que vous recherchez. De votre situation, de votre problématique. Voilà, si vous êtes plutôt en bonne forme, que tout simplement vous souhaitez booster un petit peu, vous êtes étudiant, il y a les examens qui arrivent, vous voulez booster votre cerveau pour mieux mémoriser, mieux vous concentrer. Voilà,
on va prendre un petit coup de pouce, un complément avec plusieurs actifs, parce que ce qu'il faut savoir également, c'est que les nootropiques sont intéressants pour certains à combiner entre eux. Voilà, il y a des synergies d'action entre certains nootropiques. C'est ce qu'on appelle des stacks de nootropiques dans le jargon des neurohackers. Neurohackers, ce sont les personnes qui veulent booster, justement, optimiser leurs capacités cognitives. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que sur le marché des compléments alimentaires, voilà, vous trouvez des compléments alimentaires en pharmacie, sur Internet, etc. Effectivement, on peut trouver des stacks, des compléments préformulés qui comportent justement une combinaison, une synergie de différents actifs, de différents nootropiques, et qui sont prévus justement pour optimiser sa concentration, sa mémoire. Voilà, donc effectivement... Après, donc en tant que formulatrice de compléments alimentaires, donc je peux également vous dire que le monde des compléments alimentaires, c'est pas tout rose. Donc il y a des compléments qui sont de meilleure qualité que d'autres. Je donne d'ailleurs dans le guide pratique des compléments nootropiques des recommandations pour bien choisir son complément nootropique. Voilà, donc il y a des histoires de dosage, donc avoir des dosages les plus optimisés possibles. Également, il y a des modes d'extraction de certains actifs qui sont beaucoup plus intéressants que d'autres. Il y a des additifs qu'il vaut mieux écarter, donc de certains compléments alimentaires. Et pour ça, effectivement, il faut bien étudier les choses. Alors, ce monde des nootropiques, il soulève aussi quelques questions éthiques. Est-ce que c'est sain, cette course à la performance cognitive? De votre position, quelles sont les dérives que vous observez? Oui, alors moi, c'est vrai qu'en consultation, je suis confrontée à des personnes qui arrivent avec un sac entier de compléments alimentaires, parce qu'ils sont perdus, en fait. Il y a tellement de choix, il y a tellement de publicité, donc que finalement, c'est vrai que comment connaître le vrai du faux, etc., avoir les bons conseils, c'est pour ça que j'ai écrit ce guide. Et parce que effectivement, oui, il y a des conseils qui sont plus intéressants que d'autres, et il faut faire les bons choix pour pas se retrouver justement confronté à, être complètement perdu dans tout cela. Au-delà de ça, je pense qu'il y a des considérations effectivement de budget, puisque c'est quand même un budget de se complémenter en nootropique. Quand on voit donc le multimillionnaire donc qui prend jusqu'à 100 compléments. Bon, ça c'est donc Brian Johnson, cet entrepreneur américain qui effectivement est très populaire, en tout cas qui a une certaine notoriété sur Internet et qui dépense, je crois, $2 millions par an pour essayer de rajeunir, qui mesure son âge biologique et qui était récemment à l'affiche dans une série sur Netflix. Oui, tout à fait. Lui, il incarne cette course à la performance cognitive, mais aussi physique, sexuelle, à tous les niveaux. Oui, complètement. Alors moi, je suis assez étonnée, en fait, qu'on arrive à ces extrêmes, puisque effectivement, quand même, sans gélules ou 100 comprimés par jour, ça me semble assez impressionnant. Donc, sans aller dans cet excès, on se retrouve effectivement facilement lorsqu'on ne connaît pas bien les compléments nootropiques, avec des budgets plutôt conséquents. Oui, donc, il faut optimiser en fonction de sa problématique de santé. Si vous voulez, faut prioriser les choses. Par exemple, prenons une personne qui souhaite augmenter. Voilà, elle est fatiguée, elle souhaite augmenter son énergie mentale. Elle n'arrive pas à se lever le matin. Et puis, en même temps, elle est stressée et elle aimerait bien quand même avoir une meilleure mémoire. Donc, peut-être hiérarchiser les choses. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, est prioritaire dans sa vie? Eh bien, peut-être c'est simplement
commencer par augmenter son énergie mentale. Donc là, on va cibler certains nootropiques, comme le magnésium. On va peut-être l'associer, faire une synergie d'action avec le Eleutérocoque, une plante adaptogène qui va justement booster son énergie, justement diminuer sa fatigue mentale. Et puis, en même temps, ces deux actifs vont quand même améliorer les choses au niveau de sa mémoire, diminuer son niveau de stress qui est très impactant sur sa mémoire. Donc voilà, donc on va peut-être commencer par ça et pas s'éparpiller en achetant encore tel nootropique qui est spécifique de la mémoire ou tel autre. Voilà. Donc je pense qu'il faut faire ses priorités. C'est comme ça qu'on construit ces stacks de nootropiques. Prioriser les choses essentielles pour une période donnée. Et ensuite, on adapte en fonction de l'évolution des choses, de l'évolution de son état de santé, de l'évolution de sa situation personnelle. Voilà. Et sur le sommeil, on entend d'ailleurs de plus en plus de psychologues qui alertent contre les effets inattendus des montres connectées qui mesurent la qualité de notre sommeil et qui nous envoient une notification tous les matins pour dire si on a bien dormi, mal dormi, moyennement dormi. Est-ce qu'avec les nootropiques, il ne pourrait pas également y avoir ce risque que la consommation génère peut-être plus d'anxiété qu'il y en avait avant? Si on ne voit pas les résultats attendus, comment ne pas tomber dans cette mauvaise spirale? Alors, les nootropiques sont là pour répondre à nos besoins, hein, donc à notre problématique du moment. Effectivement, donc il y a des nootropiques qui sont là plus pour vraiment booster les performances mentales. Il y a des nootropiques qui sont là plus pour justement mieux nous accompagner dans des situations difficiles et augmenter notre santé mentale finalement. Donc, si on considère cela, il y a aussi des nootropiques qui font les deux. Donc, optons à ce moment-là pour des nootropiques qui à la fois diminuent notre anxiété, notre stress, si c'est le cas, et puis qui aussi augmentent les performances cognitives. Donc, je vous citais par exemple la Bacopa, c'est une de mes plantes adaptogènes préférées qui agit sur les deux niveaux. Donc là, pour ces personnes anxieuses et puis soucieuses de leur capacité cognitive, c'est un bon exemple. Donc voilà, je donne toutes les informations sur cette plante dans mon livre. Et peut-être en conclusion, donc on a vu que les nootropiques peuvent avoir plusieurs effets différents: énergie, bien-être, concentration. C'est aussi une science, comme vous le rappelez dans le livre, qui évolue rapidement. Quelles sont les découvertes récentes qui vous semblent être les plus prometteuses, ou quels sont les champs de recherche que vous suivez, vous, actuellement? À quoi ça pourrait ressembler, le futur des nootropiques? Alors, les nootropiques, c'est vrai qu'ils font l'objet de plus en plus de publications scientifiques. Donc moi, j'ai écrit ce livre à la fois au travers de mon expérience de consultation, de mon expérience personnelle, puisque j'utilise moi-même les nootropiques et donc j'ai pu expérimenter pas mal de compléments. Mais également, il y a un gros aspect recherche biblio dans ce livre. Hein, donc vous allez voir, tout est sourcé en fait. Et c'est vrai qu'on le constate de plus en plus de chercheurs qui justement commencent à publier sur des nootropiques qui auparavant étaient plutôt assez dans la nébuleuse, on dirait, et n'était pas complètement... on ne connaissait pas réellement tout leur mode d'action. Et ça, je trouve, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Voilà, on pourrait citer les nouveaux nootropiques comme le PQQ qui permet de booster son énergie, d'augmenter justement la multiplication des mitochondries. Donc c'est vrai que c'est un actif intéressant. Il y a de plus en plus de publications sur celui-ci. On pourrait également citer le L-thréonate de magnésium. Donc c'est le nouveau magnésium qui, en plus d'avoir toutes les vertus du magnésium, comme justement booster notre énergie, comme également c'est un relaxant musculaire, relaxant nerveux, mais en plus il a la faculté également d'augmenter la neuroplasticité
cérébrale. Alors la neuroplasticité, en fait, c'est la faculté qu'ont les neurones finalement de former des nouveaux réseaux entre elles et également de se régénérer, de se multiplier, etc. Donc c'est lié à l'apprentissage. Exactement, mémoire, apprentissage, concentration. Voilà, l'Eltronet, par exemple, vient d'être autorisé donc en Europe tout récemment, octobre 2024. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a sans arrêt des nouveautés. Le monde des nootropiques est assez fabuleux. Après, je voulais quand même également vous citer d'autres nootropiques qui ne sont pas encore autorisés en Europe, comme le Noopept. Le Noopept, c'est un petit peu le piracétam plus, puisqu'il a les vertus du piracétam, c'est-à-dire qu'il va vraiment booster votre concentration, booster votre capacité de mémorisation. Et puis, enfin voilà, il n'est pas encore autorisé en Europe, mais il est utilisé dans d'autres pays et il fait l'objet encore de nombreuses études. Et je pense qu'on va aller de plus en plus vers de nouveaux actifs. Merci beaucoup, Anne Lordonnant. Je vous en prie, merci à vous. Et puis, donc, merci à tous nos auditeurs. Je suis heureux, en tout cas, de leur faire partager ce monde passionnant des nootropiques. Et on peut retrouver donc votre guide pratique des compléments nootropiques qui a été publié aux éditions Thierry Soucard. Et si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout et que vous souhaitez nous partager votre expérience avec certains nootropiques, eh bien, vous pouvez vous exprimer sur les réseaux sociaux de Métamorphose. On sera ravis de lire vos retours. Et enfin, vous pouvez vous abonner à notre newsletter pour ne pas manquer le prochain épisode. À bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.